Allez. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues depuis la métropole. Et nos excuses de vous déranger à cette heure-ci, où il y a quand même, où vous devrez être dans les mains de la fée. Mais vous avez préféré quand même nous aider dans cette prise en charge des enfants diabétiques. Donc bonsoir à tout l'auditoire, chers collègues médecins. Et remerciant les organisateurs, en l'occurrence nos collègues de l'URLM, l'Union régionale des médecins libéraux de la Martinique, qui a choisi ce thème avec notre concours à tous. Et remerciant également les collègues présentateurs ou présentatrices de tout à l'heure. Il y a la collègue qui est depuis la Guadeloupe, Laurence Luquin, et puis Claudia Hospice, qui est là au Centre hospitalier universitaire de la Martinique. Alors donc, ce qu'on va faire donc, sur le plan de présentation, nous allons avoir des présentations de 10 à 15 minutes chacune, et proposons qu'il y ait, si possible, des questions de l'auditoire à la fin de chaque présentation. Et on commencera donc par le docteur Claudia, docteur Rulquin, moi-même et mes excuses, chers collègues, vous êtes depuis si vous êtes déjà arrivés, donc vous allez attendre un peu plus tard pour conclure. Voilà, donc sans attendre, on va passer à la présentation de notre collègue Claudia Hospice, qui s'intitule les chiffres. Je vais nous présenter quelques chiffres. Ok. Diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent, des chiffres alarmants. Docteur Hospice, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Alors, moi, je me présente, je suis Claudia Hospice, je suis pédiatre diabétologue au CHU de Martinique. Donc, on m'a demandé de vous présenter quelques chiffres au sujet du diabète de type 1. Donc, on va y aller et promis, on n'aura pas pour très longtemps. Alors, le diabète de type 1, d'abord, il faut savoir, je pense qu'on le sait tous, que c'est le diabète le plus courant, la forme la plus courante du diabète de l'enfant, puisqu'il représente environ 90% du diabète de l'enfant. C'est un diabète auto-immun, puisqu'il est lié à la présence d'anticorps dirigés contre les cellules sécrétantes d'insuline. Alors, on parle d'épidémie mondiale du diabète de type 1, puisque les dernières études ont montré que de façon générale, l'incidence du diabète de type 1 est en augmentation dans de nombreux pays, avec une variation géographique qui peut être importante, qui passe de 2 pour 100 000 en Chine et au Japon par exemple, et pour atteindre 52 pour 100 000 en Finlande, selon une donnée de l'ISPAD 2022. En Europe également, donc il y a des études qui ont été menées qui montrent de façon globale une augmentation de cette incidence, avec sur cette étude-là que je vous présente qui date de qui est sortie en 2019, qui montre une augmentation globale du taux d'incidence dans des pays européens. Et l'étude la plus récente, c'est celle d'étude Eurodiab, qui a été publiée en 2023. Il s'agissait donc de montrer, de calculer l'incidence en fait, du diabète de type 1 entre 0 et 14 ans. Alors, initialement, il y avait 19 centres européens qui ont été inclus. C'est une étude prospective qui a été menée entre 1989 et 2023 avec un protocole standardisé. Au total, 57 487 cas ont été inclus et les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque quand on regarde le tableau qui est sur la gauche, on se rend compte donc que l'incidence de façon globale à des niveaux différents effectivement, mais est en augmentation dans beaucoup de pays européens. Pour ce qui est de la France, entre 2010 et 2015, l'augmentation de l'incidence annuelle est de 4% par an du diabète de type 1 pédiatrique, ce qui fait que la prévalence du diabète du type 1 traité entre 0 et 19 ans est passée de 20 000 en 2012 à 31 400 en 2023. Ce sont les données de Santé publique France. Alors là, je vous ai mis une petite carte qui est à peu près récente, qui montre l'incidence du diabète de type 1 dans les différents pays, départements français, hexagonaux et donc les îles également. Donc avec une disparité géographique, on retrouve ainsi une incidence dans la région parisienne en Île-de-France qui est de l'ordre de 20 pour 100 000, qui est à peu près pareil que ce qu'il y a à Toulouse.
Pour ce qui est des îles donc, qui nous concernent, en Martinique, sur ce graphique, on était à 24 pour 100 000 pour le taux d'incidence, alors que la Guadeloupe était à 18 pour 100 000 et la Guyane qui est à 6 pour 100 000. Donc déjà au niveau des îles, on note une disparité, enfin une variation de cette maladie qui est, voilà, une grosse variation entre les départements. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, je vous ai mis juste un rappel sur les risques du diabète de type 1 sur l'histoire familiale. Quand on a un frère ou une sœur qui a un diabète de type 1, le risque de développer la maladie est de 4%. Quand c'est une maman, 4%. Quand c'est un papa de diabète de type 1, 8%. Un jumeau monozygote, 18%. Alors que le risque de diabète de type 1 dans la population générale est de 0,4%. Donc, il y a quand même une petite histoire familiale, une prédisposition familiale. On s'est rendu compte qu'il y a probablement une sensibilisation insuffisante des familles. Pourquoi on dit des familles? Parce qu'il existe des fratries avec un diabète de type 1 et le fait d'avoir un apparenté avec un diabète de type 1 ne modifie pas le risque d'acidocétose. Ça ne protège pas parce que souvent les parents n'ont pas forcément envie de voir, en fait, tout simplement. Une certaine forme de déni par rapport à ce qui s'est déjà passé pour le premier enfant et donc on ne voit pas toujours tout de suite ce qui se passe pour le deuxième enfant. Et certainement une sensibilisation également insuffisante des professionnels de santé puisque ce qu'on veut éviter en général c'est l'acidocétose et on se rend compte qu'on a encore beaucoup d'enfants qui arrivent en acidocétose. Alors, donc je le disais à l'instant, qu'est-ce qu'on veut éviter? Ce qu'on veut éviter, donc, ce sont les retards diagnostiques. Et bien évidemment, ce qu'on veut éviter en première cause, c'est l'acidocétose, puisque l'acidocétose diabétique reste la première cause de morbimortalité du diabète de type 1. Il y a une étude qui a été menée par Karine Cholot qui montrait que le taux d'acidocétose au diagnostic en France était de 44%. Alors, nous n'avons malheureusement pas de chiffres locaux à vous présenter comme ça, mais il y a une publication qu'on avait vue avec Dr Mbou qui montrait que le taux d'acidocétose au diagnostic aux Antilles et en Martinique, en tous les cas, était à plus de 63%. C'est un 63%. Donc, il y a eu une campagne nationale de prévention et d'information qui a permis une diminution de la fréquence d'acidocétose sévère. Mais cependant, cette acidocétose en fréquence reste toujours très élevée. Donc on peut dire qu'en globalité, les campagnes de prévention, on essaye de les faire, mais elles n'ont pas encore complètement porté leurs fruits. Okay. Alors, quel est l'intérêt de faire un diagnostic hors acidocétose? C'est d'avoir un taux de peptide C plus élevé, une hémoglobine glycée qui est plus basse, et il y a moins de risque de récidive de l'acidocétose. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite en 2023 qui montrait que voilà, le fait d'être diagnostiqué en dehors d'un contexte d'acidocétose, ça améliorait est un facteur favorisant pour de meilleurs paramètres métaboliques. Les enjeux sont importants puisque l'acidocétose, même si on s'en sort, mais il y a un risque de mortalité qui est faible, mais qui existe. Il y a un impact de l'hémoglobine glycée sur le long terme, il y a des effets neurocognitifs, et surtout, comme je le disais juste avant, il y a une augmentation du risque de récidive de l'acidocétose. Alors, le diagnostic hors acidocétose permet d'avoir une préservation plus durable de l'insulinosécrétion endogène, avec donc un meilleur contrôle métabolique, moins de complications chroniques avec les technologies innovantes, notamment tout ce qui est pompe à insuline et boucles fermées. C'est intéressant parce qu'un contrôle métabolique insatisfaisant durant les premières années augmente le risque de microangiopathie. Je dis ça parce qu'on est aussi en pédiatrie et qu'on a peut-être parfois ou peut-être tendance à minimiser un petit peu les hyperglycémies. Et donc du coup, il faut se dire quand même que les premières années de vie comptent pour ces enfants et que plus on les expose trop à un contrôle métabolique non optimal, plus on les expose à des risques de complications ultérieures. Et pour finir, et donc, comme on m'avait demandé de présenter uniquement les chiffres, donc je vais laisser la parole au docteur Hulquin, qui va être certainement plus pratico-pratique
pour nos collègues sur la prévention de l'acidocétose. Sur la clinique de la prévention de l'acidocétose. Laurent, c'est à toi. D'abord, s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? D'abord, c'est là. Pour l'auditoire, si vous avez des questions, ou entre nous également, si vous avez des questions au docteur Hospice, on vous écoute. Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Sinon, on fait des questions tout à la fin. Oui, sinon, c'est les questions à la fin, après que tout le monde est présenté. Vous les notez déjà sur un bout de papier. Vous allez peut-être vous rappeler tout à l'heure. Donc, on donne peut-être quelques secondes. S'il n'y a personne, on va passer à la présentation suivante. Vous êtes prêts pour le partage, docteur Mulquin? Oui. Vous avez ouvert votre diaporama? Non. Je pensais que vous l'aviez, moi, le diaporama. Ah ben, je peux faire la présentation, je peux faire la projection pour vous, il n'y a pas de problème. Ah, je veux bien, oui. Parce que... Voilà, vous allez me dire quand il faut déplacer la slide. Techniquement, surtout. En plus, j'ai... Voilà. Ok, vous pouvez aller, ma chère collègue, s'il vous plaît. On a votre présentation. Et du coup, pour faire... ouais. Bonsoir. Pour faire tourner les diapos, du coup, je suis désolée, hein, mais... C'est moi qui vais faire. D'accord. Ok. Bon, bah bonsoir à tous, parce que... bonsoir Félicien, Claudia et surtout la métropole, hein, Pierre Danet bien courageux quand même à minuit et demi là. Je suis bien contente d'être avec vous. On se voit pas assez nous entre Martinique et Guadeloupe. On communique quand même souvent, mais c'est un petit peu dommage pour parler d'un sujet aussi important. Voilà, bon. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites avec Claudia. On s'adresse essentiellement, c'est ça, à des généralistes, je ne dis pas de bêtises. À tout le monde, il y a des pédiatres aussi. Il y a des pédiatres? Oui. Okay. Bon. Donc bon, ça va être un petit peu de redites, hein. On le sait que on m'a demandé de parler des 3 signes les plus précoces, évidemment à reconnaître, même si on apprend ça et on le répète. La conduite à tenir devant la reconnaissance de ces signes et ensuite les complications, bon, comme elle a dit Claudia, que nous allons peu voir en pédiatrie, sauf les complications à court terme et un petit peu moins à long terme. Pour expliquer les fameux signes pathognomoniques, nos 3 signes d'alerte qu'on retrouvera dans la campagne, j'ai repris un tout petit peu l'histoire naturelle du diabète, de ce diabète auto-immun, puisqu'on ne parle que de celui-là ce soir, pour expliquer un petit peu donc ce qui se passe hein, sur cette prédisposition génétique en tout premier lieu, hein, un enfant lambda qui va passer parfois plusieurs années sans anomalie, et puis il va y avoir un trigger alors d'origine indéterminée qui va commencer à entraîner donc un phénomène inflammatoire et des anomalies immunologiques et progressivement une atteinte donc des îlots bêta qui va commencer à donner un déficit de sécrétion d'insuline. Tout ça sur un temps qui n'est pas déterminé et qui va conduire au bout de quelques années, voire quelques mois, on ne sait pas bien, à une telle diminution du nombre d'îlots que l'enfant va entrer dans un diabète un petit peu de façon rapide, un petit peu la différence bien sûr avec le type 2 et c'est ça qui va permettre d'expliquer la suite et aussi la recherche. Donc dans cette histoire naturelle, voilà, on va déboucher là rapidement sur quelque chose de très très important, cette diapo. Chez l'enfant, on ne va pas entrer progressivement dans le diabète, sauf d'autres formes hein, qu'on a bien sûr maintenant en pédiatrie, des types 2 notamment, en tout cas des types autres que le 1, et également des maudits, mais en tout cas,
dans cette histoire naturelle, d'emblée, l'enfant va être reconnu, va être diagnostiqué avec des glycémies déjà souvent largement supérieures à 2 grammes. On va complètement oublier le reste et ne pas s'amuser à aller faire des bilans en laboratoire, etc. Pour la suite. Voilà, donc ces 3 signes de la campagne et les signes à repérer le plus tôt possible, aussi bien par les parents, par les accompagnants, les professionnels de l'enseignement, les grands-parents, la famille, donc les urines fréquentes, bien sûr, le retour du pipi au lit. Alors ça, c'est quelque chose vraiment de pathognomonique, quel que soit l'âge. Ça peut être simplement un lever nocturne. Hein. Les parents nous disent « Ah bah oui, j'ai mon ado, il se lève 3 fois par nuit. » Enfin, c'est vraiment très typique. Et puis une soif intense, mais qui aux Antilles peut quand même passer un petit peu pour normal. Hein. On arrive là, ça y est, nous sommes entrés dans le carême de façon assez abrupte là depuis quelques jours. Et donc la soif intense, c'est quelque chose chez nous qui est parfois un petit peu plus difficile à définir. D'autres symptômes sont possibles et correspondent à une cétose, voire une acidocétose. Et ça, c'est quelque chose aussi de bien décrit, hein, cette fatigue inhabituelle chez un enfant, une fatigue qui est inhabituelle et persistante hein, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Une perte de poids qui va être objectivée le plus souvent, pas toujours par les parents, hein, ça va être parfois la famille ou les enseignants. On a quand même pas mal de diagnostics d'enfants repérés par les enseignants. Des douleurs abdominales et vomissements là, qui traduisent effectivement la gravité et l'aspect d'acidose sanguine qui va précipiter l'arrivée souvent aux urgences. Donc, à recommander pour les pédiatres, allô, c'est surtout l'interrogatoire qui est très très important. Nous, on l'apprend même avec nos internes, puisqu'on a l'impression maintenant qu'on va l'examiner, on voit les enfants assez rapidement et on oublie parfois d'interroger sur des fondamentaux. Un enfant ne perd pas de poids, ça c'est quelque chose, avec toutes nos épidémies d'arbovirose ou de Covid, de gastro, etc. On a tendance à avoir des petites pertes de poids, mais il faut interroger, reprendre les courbes et surtout, voilà, interroger autour. Moi, j'aime cette photo parce que c'est vraiment typique d'un enfant qui vient à l'école. On a eu 2 diagnostics comme ça d'enseignants qui ont prévenu les parents. Je la reconnais pas, elle n'arrive plus à monter l'escalier, elle est fatiguée. Mais non, c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. Et des enfants, donc voilà, qui ont tendance à ne pas être diagnostiqués ou reconnus. Donc, les présentations cliniques, on a vu tout à l'heure l'histoire naturelle. Et donc, à partir de cette histoire naturelle, eh ben, on va rentrer donc un petit peu dans des signes qui peuvent quand même sur quelques jours, quelques semaines être moins importants, on va dire. Hein. On va avoir cette polyurie, donc ce pipi au lit ou ce réveil nocturne pour aller faire pipi qui va apparaître. Et parfois, une hémorragie aussi, si vraiment c'est important. La soif, l'amaigrissement. Et puis, comme on l'a dit tout de suite, donc l'asthénie, j'avais remis cette diapo pour bien insister sur cette chronologie qui peut, parfois en un week-end, hein, on a des parents séparés qui disent « je l'ai quitté vendredi, il était bien, je le reprends chez sa mère dimanche soir, ce n'est plus le même enfant, il a perdu du poids, il a les joues creuses », enfin, parfois c'est vraiment, sur les derniers jours, ça peut être très très brutal. Suspicion de diabète chez l'enfant, c'est une urgence de prise en charge avant le stade d'acidocétose, mais ça Claudia l'a déjà un petit peu précisé. Pas d'examen de laboratoire, éventuellement un dextro aussi. Enfin, on suppose qu'on a quand même un glucométeur au cabinet de médecine générale, surtout nous aux Antilles quand même, avec cette prévalence aussi du diabète de type 2. Éventuellement excusez-moi, une bandelette urinaire et direction les urgences pédiatriques. Alors, pour les médecins généralistes, effectivement, mesurer la glycémie capillaire quand on a eu un petit peu le déclic, hein, parce que c'est pas gagné, hein, c'est tout à fait entendable hein, avant de faire du diabète de façon beaucoup plus importante. C'est pas quelque chose qu'on pense forcément en médecine générale. Moi, j'ai une formation de médecin généraliste, donc j'ai fait du cabinet et c'est vrai que
quand on en discutait un petit peu entre nous, dans une vie, on va avoir une découverte de diabète de type 1, peut-être en médecine générale, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir très souvent. Donc, c'est quand même penser, si possible, à faire une glycémie capillaire, ça peut rapporter gros. Et si elle est supérieure à 200 à n'importe quel moment de la journée, évidemment, direction les urgences pédiatriques sans passer par la case laboratoire de ville. Pour les pharmaciens d'officine, alerter les parents lorsque les 3 signes sont évoqués par les parents et alerter les parents lorsque les 3 signes sont évoqués et conseiller de consulter très rapidement un médecin ou le pédiatre. S'il y a des symptômes déjà qui semblent un peu plus graves, respiration rapide, vomissement, grande fatigue. On a aussi ce biais, nous on a énormément d'AS en Guadeloupe et on a des diagnostics un petit peu faussés par une respiration. On a failli perdre un enfant là, de Désirade, donc en ultra-périphérie, toute petite île au nord de la Guadeloupe. Depuis, ils n'ont pas de médecin. C'est une île qui n'a pas de médecin, il y a moins de 1000 habitants. Et donc, il y a un généraliste qui va consulter une fois par semaine. Il est venu le lundi, il a traité l'enfant pour une crise d'asthme. Donc, il avait déjà des troubles respiratoires. Et quand il est arrivé, la maman a fini par l'amener en bateau comme elle a pu. Il est arrivé à Saint-François et le SAMU l'a pris in extremis à la gare maritime de Saint-François. Donc, c'est vraiment et cet enfant, pour la maman, il avait une crise d'asthme depuis le lundi. Voilà, donc là, on reprend les chiffres, effectivement, de la cytocétose inaugurale, pour pas trop se répéter. 2023, 4 enfants de moins de 15 ans sur 10 ont un diagnostic beaucoup trop tardif de DT1, avec 42,3% d'acidocétose, dont 17,5% d'acidocétose sévère, 3% de coma. Alors, en Guadeloupe, nous, sur les 3 dernières années, on est un peu comme la Martinique, on est plutôt à hauteur de 60% d'acidocétose, mais nous n'avons pas de réanimation pédiatrique. Elle est en Martinique et sur, on va dire, moi, depuis que j'ai repris le diabète, on n'a pas fait de transfert en réanimation Martinique pour une acidocétose. Donc, nous n'avons pas eu de décès et on a eu des passages en réanimation adulte, mais ça reste quand même, bon, on a une unité de soins critiques, on peut quand même gérer, mais en tout cas, le pourcentage est très élevé, mais on n'a pas de complications sévères avec des comas et des hyperosmolarités. 58, donc ça c'est au niveau national, 58% des cas de décès des enfants avec un DT âgés entre 1 et 14 ans sont en lien avec l'acidocétose, bien sûr, et notamment les tout petits. L'acidocétose peut entraîner le décès si elle n'est pas traînée rapidement. Si avec ça, on n'a pas retenu ce soir. Voilà, donc là, je ne vais pas trop revenir sur celle-ci puisque Claudie en a parlé. Prévenir l'acidocétose, c'est aussi prévenir un mauvais équilibre métabolique sur le long terme. Donc ça, c'est nous qui pratiquons toute l'année, on le voit très bien. Même sur 15 ans de suivi d'enfants, les enfants arrivés en acidocétose sévère. Là, on a une cohorte donc très importante sur un suivi de 17 ans avec 3364 enfants. Et on a pu donc évaluer à 17 ans la différence donc d'évolution de l'hémoglobine glycée entre les enfants arrivés acides et non acides. Là aussi, moi j'aime bien ces deux présentations aussi entre une population américaine et une population européenne, où on voit, on l'a dit tout à l'heure, les difficultés que l'on peut avoir, nous, à équilibrer notre population pédiatrique pour des multiples raisons. Donc vous voyez un petit peu les hémoglobines glycées beaucoup plus élevées dans la période pédiatrique que dans le reste de la vie. Et pareil sur l'autre diapo où on voit inférieur à 7% sur l'évolution sur la vie entre l'âge pédiatrique puis l'âge adulte et l'âge donc plus supérieur après 50 ans. Donc on voit que c'est en pédiatrie que nous avons les moins bons résultats par rapport aux hémoglobines glycées qui restent un marqueur encore
pour nous pédiatres, mais avec également des biais aux Antilles, avec toutes les anomalies de l'hémoglobine que nous avons. Donc on a quand même, moi je ne sais pas pour Claudia, mais en tout cas moi j'ai au moins 20% de ma population de diabétiques qui ne peut pas être suivie par l'hémoglobine glyquée, puisqu'on a trop d'hétérozygotes, drépanocytose ou d'autres pathologies de l'hémoglobine. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même très important de voir cette difficulté que nous avons à équilibrer nos enfants. Bon, là, c'était uniquement pour rappeler les piliers de la prise en charge pour éviter les complications à long terme. Donc, ça repose sur ces cercles olympiques, on va dire, hein, entre l'insuline, la diététique, bien sûr, la surveillance glycémique, l'éducation thérapeutique et surtout le soutien social et psychologique, puisque là, les grandes difficultés, c'est vraiment l'encadrement des enfants dans des situations parfois de précarité, mais pas que. Mais c'est très, très compliqué, malgré nos belles technologies, d'accompagner un enfant diabétique de type 1 de nos jours. Je ne sais pas, je n'ai pas pratiqué. Bon, c'est un petit peu l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on a des belles technologies, mais d'un autre côté, on a des fléaux sociétaux, etc. Nous, aux Antilles, quand même, un rapport parfois à l'alimentation qui n'est pas simple, hein, avec des prises alimentaires un petit peu plus fréquentes et puis des apports de sucre aussi un petit peu plus fréquents, etc. Donc, ces piliers de prise en charge, ça va être notre cheval de bataille avant la passation et la transition chez les adultes, pour éviter les complications. Donc, cependant, à long terme, difficulté d'obtenir une stabilité glycémique, tout en évitant les hypoglycémies. Nous, notre deuxième cheval de bataille, c'est l'hypoglycémie en pédiatrie, avec d'emblée, alors là, pour le coup, à très court terme, des accès d'épilepsie. Hein, c'est quand même le plus souvent ce qui arrive chez nos petits, donc des crises qui ne sont pas forcément prolongées, mais qui sont fréquentes, hein, en pédiatrie. Et je n'ai pas refait de biblio sur les conséquences à long terme, notamment sur les 10, mais enfin, c'est comme la fréquence maintenant de découverte, l'âge de plus en plus précoce. On a plus de 35%, nous, en Guadeloupe, en 2024, d'enfants de moins de 5 ans. Donc, vous vous doutez bien que le cerveau, à cet âge-là, les hypoglycémies, ça ne le fait pas. Et les complications peuvent être bien plus importantes. Et puis, bien sûr, la perte complète des cellules bêta restantes, donc avec les complications du diabète qui peuvent être des risques d'hospitalisation fréquente. Ça, c'est un petit peu comme en drépanocytose, hein, c'est un peu souvent les mêmes candidats. Les atteintes cardiovasculaires que nous n'objectiverons pas en pédiatrie, au moment de la transition, on fait, ou quand on a des grands sportifs, parce qu'on a aussi des grands sportifs dans notre population de diabétiques de type 1, on peut être amené à faire des explorations, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait très fréquemment. Les atteintes rénales et visuelles sont recherchées quand même en pédiatrie. Je n'ai pas remis les recommandations par rapport à ça, mais bon, c'est fait sans avoir de grosses complications, on va dire. Et les atteintes nerveuses, personnellement, je n'en ai pas eu, sauf chez un jeune enfant, un enfant haïtien de 16 ans qui est arrivé avec un diabète déjà ancien et qui avait déjà des signes de neuropathie. Voilà, bon, ben là, je vais pas revenir. Hein. Normalement, les recommandations en pédiatrie, c'est une hémoglobine glyquée inférieure à 7,5%, recommandée chez les patients d'âge pédiatrique, pour éviter, donc, sur le plus long terme, ces complications avec une hémoglobine détériorée. Pas facile à obtenir en pédiatrie, hein, le moins 7,5%. Je peux me permettre, d'autant plus qu'actuellement, on est revenu sur ça, à l'ISPAD, c'est 7%. 7%. Ouais. Les Américains continuent à dire 7,5%, et en métropole, on est branché sur 7% maintenant. Sur 7, ouais. Parce que si vous remettez votre panneau d'avant,
vous voyez que ça a déjà commencé l'élévation des risques Oui, à bien sûr. 6,5 et qu'à 7, on est mieux. Ça ne sert à rien de descendre vers 6 parce que ça n'améliore rien. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les hypoglycémies sévères répétées chez les petits ont des conséquences sur le développement cérébral, mais en réalité, il y a eu des études complémentaires qui ont fait douter que ce soit vraiment les hypoglycémies. Et en fait, tous les enfants qui ont des hypoglycémies sévères ont des hyperglycémies importantes. Et on est revenu sur cette idée qui avait effectivement été à un moment en pointe, si j'ose dire, pour dire que c'est les hyperglycémies autant que les hypoglycémies qui donnent ces conséquences sur le développement neuropsychologique. C'est des situations qui sont effectivement très discrètes. Ça ne fait pas des neuneux, on n'en reste pas idiot ou paralysé. Et je rappelle aussi que ce n'est pas mortel l'hypoglycémie pour l'enfant. Hein, c'est vrai chez les adultes à partir de 70, 80 ans, mais chez l'enfant, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, le risque de ces situations, il est autant lié aux répétitions d'hyperglycémie que d'hypoglycémie. Voilà. Excusez-moi. Mais c'est vrai que l'hyperglycémie, c'est bien un petit peu le souci parce que globalement, enfin moi en tout cas, dans notre patientèle, il y a moins de peur, il y a moins de crainte et c'est beaucoup plus difficile évidemment de travailler sur l'hyperglycémie parce qu'il s'installe souvent dans la médiocrité, on va dire, mais qui ne les gêne pas à l'instant T, effectivement, sur l'âge pédiatrique pour mener leur vie. Et parfois, il y a des peurs d'hypoglycémie des parents, surtout dans les plus jeunes qui ont grandi. Mais les parents restent en focus sur l'hypoglycémie et du coup, ont tellement peur que, bon, maintenant, avec les boucles fermées, ça commence à mieux. Mais ils préfèrent qu'ils nagent à 180-200 tout le temps plutôt qu'à 120. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est vrai que pour des généralistes, c'est important d'avoir cette information que la crainte de l'hypoglycémie est une pourvoyeuse importante de déséquilibre vers l'hyper, alors que le problème de ce qui est pas dit, mais représenté, la représentation des parents, c'est puisqu'on me dit que le sucre, c'est l'énergie du corps, que c'est avec ça qu'il fonctionne, et bien quand il n'y en a pas, le corps ne fonctionne plus. Donc ça peut être mortel de ne pas avoir assez de sucre dans le sang. Alors que la réalité physiologique, c'est que le cœur fonctionne à la graisse. Donc il s'en tape complètement de savoir s'il y a du sucre ou pas. Il continue à battre, au contraire, il bat plutôt plus vite pendant les hypoglycémies. Et les muscles respiratoires autonomes, automatiques, fonctionnent aussi à la graisse. Donc quand on a une glycémie très basse, on n'a ni problème cardiaque, ni problème respiratoire. Mais ça, il faut le dire aux gens, parce que moi, j'ai vu des gens s'effondrer en larmes en apprenant ça. Parce que c'est quelque chose qui est non dit, mais qui est évidemment une crainte qui est diffuse et qui s'explique par le discours qu'on tient, c'est-à-dire le sucre est l'énergie du corps. Le mieux, c'est de dire que le sucre est l'une des énergies du corps et que la graisse est l'énergie du cœur. Voilà, excusez-moi, je vous ai arrêté. Ah, mais pas du tout, pas du tout. On est un petit peu... voilà, je voulais terminer sur l'état des lieux de la recherche, puisque là, c'est en train d'aller à grande vitesse pour nous, en tout cas, où effectivement, on avait déjà beaucoup d'interrogations des fratries depuis des années et des années, où on n'avait pas d'ailleurs, puisqu'il y a des parents qui sont très volontaires aujourd'hui d'aller donc vers c'est pas vraiment un dépistage, c'est détecter en tout cas les auto-anticorps qui pourraient être ensuite
j'ai perdu mes... Enfin, aller sur des programmes de diagnostic, d'intervenir plus tôt, en tout cas, sur le phénomène inflammatoire d'auto-immunité, via des médicaments, bien sûr, hein, pour préserver les cellules bêta, retarder, voire prévenir le développement de la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive à grands pas. Ça existe déjà, bien sûr. Enfin, ça existe. Moi, personnellement... Enfin, non, je veux pas le traitement. Je parle d'aller doser les anticorps. Oui. D'aller doser les anticorps dans les fratries. Mais les protocoles, donc le protocole ne devrait pas trop tarder à sortir pour un diagnostic précoce, donc mettre en place des programmes de diagnostic par dépistage systématique des anticorps devant l'apparition, donc avant l'apparition des symptômes cliniques, donc des stades 1, 2, 3, qui permettraient de proposer des traitements pour retarder la progression de la maladie. L'idée, c'est un petit peu les nouveautés avec toutes les technologies, bien sûr. Je sais que c'est très difficile pour les généralistes enfin, je vois surtout avec mes internes, moi, de médecine générale, tout ce qui est technologie, même quand les enfants viennent aux urgences, voilà, c'est tout de suite la panique. Même si nous, on utilise 1, 2, 3 pompes vraiment de façon quasiment systématique, notre cohorte. C'est très complexe, donc je m'imagine pour les médecins généralistes, je ne sais pas, on va avoir des retours, j'imagine, sur les manipulations, en sachant que les parents ont une telle expertise de la manipulation, voire les enfants, que souvent l'intervention ou l'aide par les médecins généralistes est peu importante, quoi, à ce stade-là on va dire, de la maladie, ce qui est regrettable. Nous, on aimerait vraiment travailler plus avec eux pour ça. Si on reprend les cercles de tout à l'heure de l'ISPAD, la place du généraliste, elle est très importante dans le soutien social et psychologique. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre plusieurs fois comment on manipule l'insuline, la surveillance des patients et des parents. En revanche, les généralistes ont toute leur place dans la capacité à connaître les familles qui suivent, à les soutenir et à les encourager. Et même, il ne faut pas hésiter à apprendre d'eux et à dire « vous m'intéressez » parce que ça les valorise et que ça fait un effet bœuf pour le gamin de savoir que son généraliste apprend de lui comment ça marche, son petit truc. Et c'est pas grave si le généraliste ne maîtrise pas ce truc-là. Ce qu'il peut maîtriser, lui, c'est de soutenir la famille, l'enfant, et puis de savoir repérer des signes de souffrance psychologique. Je pense que ça, c'est vraiment une place très importante pour les généralistes, parce qu'il faut considérer qu'il y a une expertise du patient qui est importante, et il faut lui laisser cette place, il n'y a pas de raison. Mais le généraliste sera toujours le médecin de la famille qui pourra accompagner ces familles et avoir une place importante pour alerter, pour dire là, il y a une maladie, attention, etc. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important. En tout cas, on reste à leur disposition. Là, c'était pour expliquer un petit peu les différents stades donc, de dépistage précoce dans les fratries, hein, parce que je pense qu'on va leur poser des questions aux généralistes aussi sur ça. C'est quelque chose qui interroge et qui intéresse. Hein, les fratries, bien sûr, hein, c'est des maladies tellement lourdes que si on peut prévenir, si on peut rassurer les parents sur les frères et sœurs, c'est quand même quelque chose de très très important. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est quand même en relation aussi avec une prévention d'entrée dans le diabète pour un frère ou une sœur à un stade tardif. Donc voilà, on en reviendra. Si vous avez des questions, on pourra revenir un petit peu là-dessus, en sachant que c'est pas encore complètement mis en place, mais on y travaille. Voilà, je crois que la conclusion, c'est
toujours important de connaître les signes, bien sûr, mais surtout d'y penser. Hein. Un enfant fatigué, un enfant qui traîne des petites choses. Alors, c'est souvent des petites enfin, pas des mycoses, mais des petites vulvites. Ça, c'est assez classique chez les petites filles. On le voit dans les carnets de santé après ils ont consulté, les petites filles ont consulté plusieurs fois pour des petites vulvites. On a des petites infections cutanées. Enfin, il y a souvent des petites choses comme ça qui peuvent alerter avant les signes. C'est très secondaire par rapport aux signes majeurs que sont les soifs, urine abondante et retour de méthorésie. Je pense que c'est vraiment secondaire et ça n'est pas l'expérience qu'on retrouve, ces signes-là. Oui, mais moi je trouve que très souvent, on a quand même des enfants qui passent 2, 3 fois chez le médecin dans le mois qui précède, où les parents ne décrivent pas. À ce moment-là, ils ont déjà les urines et la soif. C'est ça qu'on loupe. Mais on a aussi des enfants de plus en plus jeunes, donc c'est pas si simple. Les urines et la soif, quand un enfant a le dernier, nous dans le service, là, il a 20 mois. Voilà quoi, c'est des cliniques assez subtiles hein, pour les pédiatres, pour les généralistes. C'est ce qu'on appelle la couche pleine, quoi. Oui, la couche pleine, mais la couche pleine, il y a beaucoup d'enfants qui ont des couches pleines le matin et qui ne sont pas diabétiques, donc c'est pas si simple. Et l'équilibre métabolique de la période pédiatrique est importante, bien sûr, on l'a dit, pour les complications futures. Malgré les nouvelles technologies, ça c'est quelque chose c'est notre ressenti hein, au quotidien quand on suit des cohortes. C'est des combats, c'est vraiment un combat et plus on aura d'aide et de soutien de ces enfants, de ces familles par les médecins de famille et mieux on pourra les accompagner. Voilà, le dépistage, la prise en charge, un espoir pour les fratries. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Merci ma chère. Et encore une fois, je ne sais pas s'il y a des questions immédiates, s'il faut attendre la fin par rapport à l'auditoire. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut débattre à la fin, tout simplement, parce qu'il y a déjà beaucoup parlé pendant la présentation. Donc, pour ne pas faire les mêmes présentations, donc il y a beaucoup de choses que je vais parler que ma collègue Laurence a présenté là. Moi, je devais aller un peu plus en profondeur, mais ça ne fait pas, le temps est un peu trop court. On va passer la parole à notre cher collègue qui s'impatiente pas, mais qui doit aller dormir un peu. Donc, la parole à Dr Kendra, s'il vous plaît. Ok, je partage mon écran, j'espère que ça va marcher. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il veut? Vous avez ouvert votre présentation? C'est ce qu'il veut faire. Attendez, il me demande de... Sinon, on l'a, non? Ça y est, ça va venir. C'est bon, ça passe. Ça, c'est bon? Non, c'est lui qui doit le faire. Attendez. Bon, vous allez le passer parce que il fait de la résistance, mon machin, ici. Vous pouvez le passer, s'il vous plaît? Oui. Clique là sur lui. Salut. Ok. Vous voyez l'écran ou pas? Vous-même? Non? Non, je vois... Ah voilà, ça vient. Ok. Parfait. Bon, merci en tout cas de vous être mobilisés pour ça, parce que c'est important que ce soit partout et les îles, comme on l'a vu, sont assez touchées aussi par cette situation du diabète. Alors, je me permets de rappeler que l'augmentation d'incidence qui a été citée de 4%, si vous mettez 1 000 € à 4% à la banque, 15 ans plus tard, vous en avez 2 000. Donc, voilà ce qui est arrivé dans la réalité des cohortes
un peu partout, et en particulier en France. Donc, le premier élément, c'est diagnostiquer et reconnaître le diabète de l'enfant. On a absolument besoin que cette situation soit repérée. Elle a été décrite avec les signes plus tôt pour éviter, vous pouvez remettre avant s'il vous plaît, pour éviter que on se retrouve dans la situation d'acidocétose. Pourquoi on se retrouve comme ça? Parce que les familles ne savent pas que ça existe. Pour la plupart des gens, le diabète, c'est un peu comme l'hypercholestérolémie. C'est un petit truc tranquille qui s'installe doucement chez les papis qui ont du surpoids. Et puis, c'est la surprise quand on leur dit ben, ça existe, le diabète chez l'enfant, mais ce n'est pas le même du tout. Et là, c'est le deuxième problème. Vous avez un phare énorme qui s'appelle le diabète de type 2 avec 3,5 millions au minimum, ou voire 4 millions de personnes touchées sur l'ensemble de la nation. Et puis, vous avez 3000 enfants par an qui vont déclencher un diabète. Donc, il y a une petite lumière à côté d'un gros phare. C'est forcé qu'on n'y pense pas aussi facilement. Et il faut que les familles soient informées grâce aux médecins de terrain qui sont les généralistes et les pédiatres de cette existence-là d'une maladie qui est le diabète, mais qui n'est pas celle qu'ils croient, c'est-à-dire c'est une maladie qui est très dangereuse, très rapide, brutale, et qui a un risque de décès associé, et au moins de coma, et avec des signes qui ont l'air tout à fait banals. On parlait de boire et beaucoup dans un pays chaud comme le vôtre, ben souvent c'est considéré comme parfaitement normal. Un symptôme tel qu'on le perçoit nous, c'est l'excès de boisson, c'est l'excès d'urine. Et pour un enfant, vous lui demandez, il va dire bah, c'est normal de faire pipi, c'est normal de boire, c'est pas une maladie. Avoir de la fièvre, avoir mal à la tête, ça c'est une maladie. Mais boire et pisser, ça n'est pas des signes qui sont reconnus comme des maladies. Donc même si vous interrogez un enfant qui est aux urgences et qui n'est pas bien et que vous lui dites qu'est-ce qui t'est arrivé, il ne va pas tout de suite sauter sur l'occasion de dire ben, je bois beaucoup. Il ne va pas reconnaître ça. Donc il faut que les médecins soient à même d'alerter sur cette symptomatologie très particulière qui a l'air banale et qui est à l'origine d'un risque énorme. Si vous voulez passer la suivante. Donc, on a envisagé de faire cette campagne parce que ça nous paraît insupportable, au sens strict du terme, de continuer à avoir un risque de décès chez des enfants alors que la maladie est facilement repérable par ces signes et facilement traitable. Alors, une campagne, c'est pour agir, pour pouvoir changer cette donne qui est l'incidence importante, et encore plus, j'avais cette notion dans vos îles, pour que ça puisse diminuer. La suivante. Donc, nous, la JD, une association qui existe depuis 70 ans, qui vise à mieux vivre le diabète en accompagnant les parents, les familles et les enfants surtout. Et puis, c'est une association très originale puisqu'elle est une alliance entre les familles et les soignants. Et on travaille main dans la main, ensemble, tout le temps sur ces sujets-là. Et donc, par exemple, sur la campagne, on a travaillé avec des parents pour pouvoir être sûr que ces messages étaient compréhensibles. La suivante. Donc, le titre était celui-là. On va maintenant passer au film, si vous voulez bien passer la suivante et lancer le film. Alors Bah, elle aurait dit ce que ça valait. Mais je sais pas, il est toujours inconscient. Je comprends pas là. Y a rien de spécial. Il avait tout le temps envie de faire pipi et il avait tout le temps soif. Il a refait pipi au lit, mais je savais pas. Moi non plus, je savais pas que les enfants pouvaient avoir ce diabète. Votre enfant va aux toilettes très souvent, refait pipi au lit et boit beaucoup plus que d'habitude. Ce sont les signes d'un diabète de type 1. Consultez d'urgence un professionnel de santé.
Moi, je trouve ça. Donc ça, c'est un truc qui est disponible dans le kit de la JD que vous pouvez avoir. Il y a aussi des affiches. L'affiche dynamique, c'est Harry Potter, ça bouge. Et l'affiche plus habituelle, qui peut être apposée et distribuée dans la presse. Ça, c'est pour le grand public, avec des partenaires médias qui nous ont relayé tout ça. Bon, je ne vais pas vous les citer tous. Il y a aussi des collègues d'adolescence et médecine, là, des collègues qui s'occupent de médecine de l'adolescent. Et puis, il y a des outils adaptés pour les ados qu'on a sortis ensuite, avec ces affiches, avec un visuel particulier qui est destiné à attirer l'œil d'un adolescent et puis dire que c'est un diabète avec ces signes-là, avec des équivalents pour les réseaux sociaux d'affiches qui tournent. La suivante. Donc, sur les réseaux sociaux de la JD, évidemment, on a aussi ce truc-là, avec des affiches pour le public et des affiches pour les médecins et les pharmacies, pour qu'on puisse aller très vite à l'essentiel. C'est il fait pipi au lit ou il urine beaucoup et il a soif, alors on fait une glycémie capillaire. Et si ça dépasse 2 grammes n'importe quand, c'est les urgences tout de suite. Ça, c'est un message que les pharmaciens et les généralistes peuvent transmettre aux familles. Et on compte bien s'appuyer sur eux. Il y a aussi des influenceurs, évidemment, dans notre monde très branché, avec des gens avec des intérêts particuliers sur la parentalité, la santé, etc. Et on a des transmissions de nos messages, des relais grâce à ces influenceurs. La suivante. Donc, pour les deux que je disais tout à l'heure, hein, une affiche à montrer aux soignants, aidons les parents à repérer les signes du diabète. Je pense que c'est un message extrêmement important. Et puis le fait que c'est urgence, urgence, urgence. Il faut casser le modèle diabète, on a le temps, on va aller demain au laboratoire faire une prise de sang à jeun. Ça n'a aucun intérêt et aucun sens dans le diabète de l'enfant, qui est une maladie brutale et dangereuse. La suivante. Donc ça se décline également en flyer pour remettre aux parents et en petits mémos pour tous les soignants, infirmiers, scolaires, tous les gens avec qui on travaille en tant que soignant. C'est toujours utile qu'ils puissent avoir ça parce qu'on a tous les éléments d'alerte et la conduite qui consiste à faire la glycémie capillaire ou l'analyse d'urine très rapidement. Et ensuite passer aux urgences très rapidement. La suivante. Donc là, c'est les partenaires relais dont vous faites partie pour pouvoir diffuser ça auprès des soignants cette fois-là. La suivante. Et donc, c'est une campagne qui est destinée à durer depuis octobre dernier jusqu'à juin prochain et avec l'idée de diffuser le plus possible l'information de diagnostic au cabinet, de l'envoyer aux urgences sur des signes qui sont tout à fait banals au départ, sans attendre des signes de gravité qui ont été très bien décrits, que sont la fatigue et la perte de poids, évidemment, encore pire, la somnolence. Il y a quand même un danger immédiat, et puis on a bien vu qu'il y a un avantage majeur sur le plan du futur, puisque les enfants qui sont repérés tôt vont mieux ensuite. Mais ils vont mieux tout de suite aussi, parce que passer en réas, c'est pas banal. L'histoire de votre petit bout de chou qui vient de la Désirade en bateau, c'est un drame dans la famille qui peut être rapidement évité en faisant une bandelette d'urine au cabinet ou en ayant des parents qui sont capables de se dire, tiens, c'est pas normal, pipi au lit, à ce moment-là, c'est peut-être un diabète.
Et ça, c'est encore quelque chose de compliqué à transmettre. Mais je pense qu'en s'y mettant tous, on peut y arriver. Et sortir d'affaire le maximum d'enfants. En Italie, il y a, en 2008, je crois, il y a eu une campagne qui a permis de quasiment annuler les acidocétoses. En sachant que dans ce pays, en Italie, il y a une particularité, c'est que les enfants sont obligatoirement suivis par des pédiatres. Et que les pédiatres étaient la cible d'une information avec les collègues diabétologues pédiatres, et ils ont permis de descendre, je crois, à 5% d'acidocétose. Donc, ce n'est pas du tout inéluctable et on peut toujours abaisser. Voilà. Je pense que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Donc, on va pouvoir, si vous voulez, répondre aux questions, si vous en avez. En tout cas, merci beaucoup de l'attention à ces différents topos. Ok. Merci, docteur Kerdané. Donc, on va remercier tous les présentateurs. Donc, pour l'instant, vu le temps, on préfère passer aux questions. S'il y a des questions. Alors, je voulais rajouter quelque chose en attendant d'éventuelles questions. C'est que 3000 enfants chaque année, pour le nombre de médecins qu'il y a, sont installés, des généralistes, ça veut dire qu'ils auront 1 ou 2 enfants dans leur carrière où il y aura une découverte de diabète à faire. Et c'est tout à fait légitime et compréhensible qu'on n'y pense pas tout de suite. Mais je pense que c'est important de rester avec cette idée. Ce n'est pas parce que les maladies sont rares qu'on les oublie. Il y a des tas de maladies de l'adulte qui sont très rares et auxquelles on pense parce qu'on a été alerté là-dessus. Et c'est un peu l'idée de cette campagne. Ok. On attend quelques questions si possible. Toujours pas de questions. Moi, je voulais juste rebondir sur le dépistage, puisqu'on est face à des médecins généralistes quand même, et leur dire que l'idée non plus n'est pas de lancer des anticorps ou des choses comme ça à tous les enfants. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être accompagné, le dépistage par les auto-anticorps. Par contre, la glycémie capillaire est facilement réalisable en cabinet quand vous avez une suspicion. Mais je crois que le dépistage sur les auto-anticorps reste du ressort des pédiatres de l'hôpital, avec les labos référents, avec l'accompagnement qui va avec, parce que trouver c'est quelque chose, on en fait quoi? Il faut pouvoir aussi l'expliquer aux familles et expliquer la démarche. Donc voilà, il n'est pas question, je pense qu'il n'est pas question que ce soit que ça rentre dans les bilans annuels, quoi. Oui. Alors, j'ai un collègue au ministère avec qui j'ai des relations depuis des années. Et quand on a sorti le document sur le dépistage dans médecine des maladies métaboliques, là, il m'a appelé en disant « J'aimerais bien échanger avec vous parce que je ne comprends pas bien l'histoire ». Alors, je lui ai expliqué toutes les précautions qu'il fallait prendre parce que ce n'est pas banal hein, de faire du dépistage. Quand au milieu des parents de l'AJD, on a annoncé l'existence de ce projet, il y a eu une émotion mais brutale qui est ressortie de ce groupe de parents parce que c'est terrible de leur dire non seulement vous en avez un qui a un diabète, mais en plus les autres plus. Ils ont 10 fois plus de risque de l'avoir et pour eux c'était vraiment faire très très mal. Et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de faire le dépistage pour toutes les familles en fonction des représentations qu'il y a. Il faut vraiment rester dans une situation comme ça. En tout cas, il me dit ça, il dit bah, ça fait quand même pas beaucoup. Si dans 90% des cas, il n'y a pas de cas familiaux dans la découverte d'un diabète, il y a peut-être d'autres façons de faire que de s'adresser aux 10% dans les familles. Et il me dit, ce qui serait le plus utile au fond, c'est de faire une campagne pour repérer l'acidocétose, puisque c'est ça dont vous nous dites que c'est dangereux. Et au départ,
Alors, si on pouvait repérer les acidocétoses, on serait encore plus efficace que n'importe quel dépistage, parce que c'est 90% des enfants qui seraient concernés par l'action en question. Et je lui ai dit, bah, ça tombe bien, dans 15 jours, on lance notre campagne. Et je pense qu'effectivement, une campagne qui va toucher 90% des jeunes qui vont avoir une découverte de diabète est certainement plus pertinente dans son efficacité à améliorer et à éviter la souffrance des gens que le dépistage qui est intéressant comme tout. Hein, mais c'est encore une perspective intéressante. Oui, puis c'est restrictif. Hein. Oui, pour les fratries. Voilà, ça touche 10% des gens. Très, très restrictif. Un traitement derrière et qu'on n'a pas. Enfin, s'il y en a un qui retarde quand même, mais qui est appliqué absolument à partir de 8 ans. Donc, c'est pas franchement le. Non, et puis, moi, j'avais été surprise parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas, qui ne veulent pas savoir. Mais ça m'étonne pas. Ils n'ont pas envie qu'on leur appuie sur. Avant même qu'on parle de ça, avant même qu'on en parle. C'est là où ça fait mal. Ne me dites pas qu'il y en a un autre qui va avoir. Ne me dites pas que je suis coupable parce qu'ils ont un sentiment de culpabilité important et leur dire avec un deuxième que vraiment ça vient d'eux en quelque sorte. C'est terrible à entendre pour eux. Et je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut faire. Non, il faut que ça soit vraiment accompagné. Il y a des gens qui seront rassurés par ça parce qu'ils sauront qu'il n'y a pas, dans 90% des cas. Puis il y a des gens qui seront satisfaits de savoir qu'il y a une maladie non expressive cliniquement encore parce qu'ils vont pouvoir vérifier, surveiller et éviter l'acidocétose. Puis il y a des gens que ça va terroriser ou qui vont se dire c'était débile, je me suis mis une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut savoir que 2 anticorps positifs sans problème glycémique, c'est 100% 15 ans plus tard des gens qui ont un diabète. Mais c'est 15 ans plus tard. Ça veut dire que pendant 15 ans, on va être en train de dire ça va me tomber dessus, ça va pas me tomber dessus. Et c'est peut-être pas la meilleure façon de vivre correctement, surtout qu'on va modifier la vie de la famille, on va modifier les relations entre l'enfant qui a le diabète et celui qui va l'avoir, avec des parents qui vont se culpabiliser. Enfin, c'est pas banal du tout. Donc, il faut vraiment être très, très précautionneux, même si c'est une excellente chose pour une partie des gens qui vont en tirer un soulagement, un bénéfice. Mais c'est pas pour tout le monde le bénéfice, je crois. Ouais. Après, c'est aussi la médiatisation quelque part, parce que les parents qui, même sur le site de la JD, même qui reviennent vers nous, voilà, qui vont revenir vers nous pour savoir. On a tous les cas de figure. On a tous les cas de figure. La JD va publier là-dessus, mais avec toutes ces précautions dont je viens de vous parler, tout à fait. Il faut rester dans quelque chose d'éthique en disant c'est possible, réfléchissez-y, mais c'est vous qui prenez la décision en fonction de ce que vous ressentez de votre côté. Et c'est pas si simple que ça de dire je vais regarder s'il va avoir un diabète, mon deuxième. Super. Après, celui qu'on a dans le service de 20 mois, il a un jumeau homozygote. Ouais. Alors, bon, c'est pour ça que tout tombait cette semaine-là, où les parents ont déjà posé la question pour le jumeau. Ils ont été se connecter et ils ont vu le pourcentage. Donc voilà, on n'est pas du tout prêt. Hein, on leur a dit que pour l'instant, puis là, ils vont déjà gérer le premier, il est encore à l'hôpital. Dans 80% des cas, il n'aura pas de diabète. Hein. Oui. On peut prendre l'autre. Exactement. Non, mais c'est chaud déjà le jeune âge comme ça. Ouais, bah oui. C'est pas facile. Okay. Bon, en tout cas, on espère que vous allez pouvoir faire des merveilles dans les îles parce que avec le pourcentage d'où vous partez, s'il y a une information qui arrive à bien se diffuser, on doit pouvoir améliorer sensiblement la fréquence de l'acidocétose à la baisse.
En tout cas, ça passe au cinéma chez nous, en Guadeloupe. Cinestar caribéen, on a le clip de la JD. Ah, c'est très bien. Ah, je l'ai su hier par notre diététicienne. Elle me dit, bah, je m'y attendais pas du tout avant un film et boum, super. Ah ben ça, Très contente. C'est vrai qu'à l'échelle de la Guadeloupe, enfin, si on en remet, nous, avec l'association locale aussi, on doit en remettre une couche là. On doit refaire la projection, une projection. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à dire dans tous les cinémas des villes d'envisager de passer ce truc-là. Parce qu'ils peuvent l'avoir très facilement sur le site de la JD et en disposer pour le faire. Les familles, dans les associations de familles en métropole, ont été voir leur cinéma de quartier. Et on dit, ben voilà, on va faire ça. Ok. Parce que ça diffuse vachement bien quand même. Tout à fait. Les affiches dans les pharmacies, chez les généralistes et le film dans les cinémas, c'est un truc qui apporte bien comme information. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Et les affiches, vous m'avez dit, on les a... Alors, vous pouvez les avoir via la JD. Il y a un kit avec les flyers, etc. D'accord. Les ARS ne sont pas du tout... si. Oui, non, les ARS ne les commandent pas. Non. D'accord. Ok. Peut-être que votre ARS le ferait, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas possible. Ah, on est proche, nous, c'est petit chez nous. Oui. Ben oui. Pas eu de médecine la Guadeloupe, non? Ok. Bon, mais on va conclure seulement déjà pour dire qu'en Martinique, une personne sur 10 est diabétique. 11,5% des adultes sont diabétiques. Donc, pour nos collègues de confrères, c'est certainement toutes les Antilles, mais au moins je parle de la Martinique. Donc, ce dépistage, c'est une affaire de tous. Et pas beaucoup d'examens. L'enfant fait beaucoup pipi, l'enfant qui boit beaucoup. Un dextro, ça suffit pour renvoyer dans le service approprié. Je vous remercie tous. Voilà un beau résumé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci et bonne soirée à vous. Bonne nuit à vous. Et on s'excuse. Hein. D'habitude, c'est nous. Hein, quand on a des formations à 8h30 le matin et qu'il est 2h. J'ai fait la minorité et j'ai accepté tout à fait votre horaire sans aucun problème. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.